c'est une génération qui avait beaucoup de caractère. La Côte d'Ivoire ne croyait pas à nous. D'habitude, quand on va jouer la Coupe d'Afrique, les Ivoiriens nous supportent à moitié. C'était un groupe qui connaissait son chef, et puis un chef qui connaissait son groupe. On se disait la vérité. On dit celui qui ne peut pas jouer ce match, il nous dit c'est entre nous, ça reste entre nous. Même le coach n'était pas au courant. Ce que je ressentais là, c'est Kana, il ressentait la même chose. Gadi ressentait la même chose. Benzi ressentait. Tous les 23, y compris les remplaçants, ressentaient la même chose. Nous n'étions pas la meilleure équipe, mais nous étions l'une des équipes les plus solidaires. C'est ce qui a fait la différence. Je les ai rendus mentalement invincibles. Je les ai rendus invincibles. On avait appris la rumeur que Philippe Troussier devait venir en sélection, alors qu'on aurait pu accepter. Parce que moi, nous, les joueurs de la SEC, Philippe Troussier était notre entraîneur à la SEC. On aurait pu accepter, mais je crois qu'on a souffert. À San Pedro, on a souffert partout avec le père, on l'appelle le père Yo, qui je pense qui avait une philosophie de football qui nous convenait très bien. Donc, raison pour laquelle on a fait bloc autour de lui. On s'est réunis à l'hôtel, on a pris un bus, un car. On allait voir le ministre Dibi à son cabinet et lui dire que vraiment il n'est pas question que Yo parte. Et que si Yo partait, nous on était prêts à partir aussi. Je ne doute pas, je n'ai jamais douté des capacités, de la valeur, de la grande valeur d'entraîneur de Philippe Troussier, qui était même appelé le sorcier blanc en Côte d'Ivoire, tellement il a révolutionné ce domaine d'entraîneur. Mais pour l'ambiance, pour l'atmosphère, pour la motivation, pour la cohésion, j'ai pas souhaité, avec mes amis, on n'a pas souhaité qu'un ressort se brise. On était chez un président d'un club d'Abidjan avec le vice-président chargé des équipes nationales de l'époque. Et il avait ma main dans sa main, il était face au président du club. Il dit au président du club ceci, bon, moi, je dois aller à Dakar avec l'équipe nationale, mais comme ça ne doit pas marcher, le président m'a demandé de continuer en France et en Belgique pour voir si je peux récupérer un expatrié pour venir. Et quand il a fini de parler, le président en question me fixait. Il s'est retourné, il m'avait dit, oh là là, petit frère, j'ai commis une gaffe. J'ai dit non, c'est déjà dit, allons à Dakar, ce qui va se passer, bon, on verra. Nous avions déjà donné un signal fort parce qu'en 91, quand a été organisé le tournoi Afrique Football à Dakar, nous avions les meilleures équipes du moment d'Afrique, Égypte, Cameroun, etc. Nous avons remporté ce trophée de haute lutte en finale contre le Cameroun. Le Cameroun qui en 90 venait de représenter l'Afrique en Coupe du Monde avec toutes ses valeurs, s'est retrouvé en 91 avec nous dans ce tournoi Afrique Foot. Nous l'avions remporté. Nous étions donc prêts à remporter la Coupe d'Afrique. On a eu pratiquement une préparation ratée à cette CAN 92. Avec la Fédération ivoirienne de football, les relations étaient tendues. Sérieusement tendues, il y avait beaucoup d'incompréhension, mais de temps en temps, comme nous étions amis avec Dieng Senou, nous avions tissé d'autres liens d'amitié. On était là, mais au niveau du règlement des choses, de la préparation des équipes, des règlements des primes et tout, il y avait beaucoup de problèmes. Nous nous sommes battus pour que les choses rentrent dans l'ordre avec le ministère des Sports. Nous nous sommes entendus. Et c'est parce que nous nous sommes entendus que nous sommes allés ensemble gagner ce trophée. René Dibi a été un ministre très compréhensif. Il était un ministre très exemplaire parce qu'il nous a écoutés. Il a écouté la voix des joueurs. Il a
confronter cette voix à la voix de l'État. Et à la fin, il a été vainqueur. Moi, je lui tire mon chapeau. Nous partons à San Pedro, nous arrivons la nuit et nous voyons les chambres d'hôtel. Les lits sont très petits. Les joueurs, vraiment, dans Begré Yago, le lit, quand il se couche, le lit est juste après son tibia. Donc, vraiment, c'est... Et les joueurs disent non, eux, ils ne dorment pas dans cette chambre. Mais ça discutait, ils discutaient avec le préfet, le commissaire et autres pour des mauvaises conditions d'hébergement. Et quand minuit est arrivé, j'ai tapé les mains puis j'ai dit aux joueurs, jeunes gens, vous avez souffert avec moi en 83 à Odjéné. Souvenez-vous de ça. Nous avons vécu dans les pires conditions que vous avez aujourd'hui. On veut peut-être nous pousser à une certaine révolte. Je vous en prie, acceptez parce que moi, demain, à 8 h, je démarre l'entraînement. Il est minuit. Donc vous avez intérêt à vous ressaisir. Nous avons passé la nuit là. Et le matin, quand on s'est réveillé, tous les joueurs étaient prêts pour l'entraînement. En allant au Portugal encore, on s'attendait quand même à avoir des infrastructures, un cadre idéal pour mieux faire la préparation. Mais malheureusement, on est arrivé là-bas, rien n'était planifié. Nous avons d'abord une séance d'entraînement sur le stade de Boavista qui nous avait tout promis. Et le lendemain, nous nous entraînons vraiment dans les bonnes conditions avec un terrain, une forêt et tout ce qu'il y avait pour travailler. Après le départ des dirigeants, le club de Boavista vient nous annoncer qu'eux, ils ne peuvent plus nous donner le terrain. Il y a un club de 2e division qui a accepté de nous donner le stade pour notre préparation. Croyez-moi, je ne sais pas si on a fait une semaine parce qu'on a eu un match contre eux en amical. Et malheureusement, ils ont eu le stopper qui a eu la jambe cassée. Bon, c'était un contact avec Thierry Jouel qui n'a pas fait exprès. Donc ils ont arrêté de suite le match et nous ont foutu à la porte. Donc on s'est cherché quoi. Donc on n'a plus de terrain d'entraînement. Moi, je n'étais pas sûr de faire la Coupe d'Afrique. J'étais arrivé à Porto, je ne m'entraînais pas, je n'avais pas d'entraînement. Je n'avais pas d'entraînement du tout parce que j'avais très mal au dos. J'avais, comment on appelle, les vertèbres L4, L5 qui étaient complètement morts. Donc j'avais une douleur atroce, je ne pouvais pas m'entraîner. Et là, on a fait les 15 jours de préparation sans que je m'entraîne. La CAN ne se gagne pas sur un plateau d'or. C'est dans les difficultés qu'on doit être encore plus solidaire. Donc, raison pour laquelle ça nous a unis, ça nous a rendus encore plus forts. Il fallait qu'on démontre que même si on a été délaissé avant cette CAN, sur le plan matériel, tout ça, je crois que déjà on avait besoin d'être encore plus soudés. Les Sénégalais à Ziguinchor, c'était toute la Côte d'Ivoire. C'était pas l'Algérie ni le Congo, c'était nous. La consigne qui est le mieux passée, c'est qu'au premier match, quand on partait au stade, Guaméné a lancé ça. Il était assis dans le fond du car. Il dit, les gars, vous qui jouez devant, faites tout pour marquer, parce que nous, en bloc, derrière, nous avons décidé de ne pas encaisser pendant cette CAN. Quand l'Algérie nous a battus à Alger, on s'est dit plus jamais cette équipe ne doit nous battre. Alors quand on s'est retrouvé à Ziguinchor, c'était plus une question de prime, c'était une question d'honneur, de dignité. Nous avons joué ce match sans penser aux promesses. On était gonflé à bloc, hein. Franchement, c'est vrai qu'on était en face de l'équipe championne d'Afrique. Et d'ailleurs même, on était dans le même hôtel. Quand ils sont arrivés, ils nous ont dit, ils ont commencé à nous chambrer parce que moi j'avais 2-3 copains dedans avec lesquels on s'est croisés en championnat de 2e division en France. Et ils ont dit non, que nous on est revenus prendre notre coupe pour repartir. Bon, il y avait encore le grand Rabat Madjer qui était là. Ma seule CAN où j'ai raté, c'était en Algérie en 90. Parce que Rabat Madjer m'a trimballé de partout. Il m'a trimballé de partout. Donc Abidjan, à un moment, tu sais comment on m'appelait? Rabat Madjer. Quand je passe à Rabat Madjer, mais quand je l'ai vu au Sénégal 92,
on s'est vu à l'hôtel. J'ai dit, mais toi, je vais manger ta chair aujourd'hui. Dès qu'on est rentré, Bonke a crié silence. Et puis j'ai commencé à parler aux joueurs. Le ton monte, le ton monte, le ton monte. Et je leur dis, vous voulez gagner la Coupe d'Afrique. Si vous voulez gagner la Coupe d'Afrique, vous me faites éclater l'Algérie aujourd'hui. Dans les 15 premières minutes, il faut que nous atteignions au moins les 2 buts. Le match, je crois que ça s'est décanté tout de suite quand, sur le côté droit, Ouma Ben Salah part sur le côté, il m'envoie un centre et que je reprends du gauche tout de suite du plat du pied. On mène 1-0. Souf marque 2-0, 10 minutes. Quand on est rentré, Didier a d'abord pris la transversale et puis après Thierry Joël a marqué le 3e but. Nous venons au 2e match contre le Congo où je me suis dit, nous avons le seul match contre le Congo et pour que le Congo nous élimine des quarts de finale, il faut que le Congo nous batte 4-0. J'ai pris tous les défenseurs et je les ai mis au milieu du terrain. Il paraît que certains, quand ils ont pris le classement, mais qu'est-ce que Yeo nous a foutu là? Ça c'est quoi? Mais je voulais reposer et je savais ce que je faisais. Je voulais reposer un groupe parce que ce qui allait suivre après, c'était les quarts de finale. Quand on jouait contre la Zambie, j'ai dit, mais qui connaît la Zambie par rapport à la Côte d'Ivoire? On ne connaît pas la Zambie ne doit pas nous gagner. Mais le match le plus difficile, c'était contre la Zambie. L'équipe de Zambie était une équipe athlétique, effectivement prête. Moi, je disais, c'est l'équipe que moi je craignais au Sénégal. La Zambie qui connaissait très bien le football ivoirien, parce que ayant eu des joueurs comme Peter Kamba, Peter Komba, Alex Chola, etc., qui étaient déjà dans le championnat ivoirien, qui jouaient à l'Africa Sport, avec Kalusha Boualia et tout, qui nous connaissaient assez, nous a posé beaucoup. Nous avions décidé de bouffer la Zambie en première mi-temps, comme on l'a fait contre l'Algérie. On a tout donné. Tout. Ça prend le poteau, ça prend la batte, on a tout fait, impossible. On arrive dans les vestiaires, j'ai 8 joueurs qui demandent à sortir. Et puis je leur ai dit, mais moi, dans cette j'ai 2 remplacements gardiens compris. Vous voulez que je fasse comment? Donc moi je ne remplace personne. Vous démarrez les prolongations, on va voir. Pendant ce temps, Sidi était de l'autre côté. Il s'est arrêté, il avait la tête baissée. Et il se disait dans la tête, qui peut faire rentrer maintenant là? Il lève la tête, il pense à Sié-Donald. Il lève la tête et il voit Sié-Donald au bord du terrain pour rentrer. Il a commencé à courir pour venir. Il me dit, coach, non, la coïncidence ne peut pas être. C'est Sié-Donald qui va nous donner le but. Il rentre, il botte premièrement, c'est passé parallèlement. Il me regarde, je dis, tu regardes, il shoot. Il shoot la 2e fois, ça ricoche sur un défenseur. Chabala est pris à contre-pied. Voilà le but. J'ai dit à Bonke, 7e minute. Voilà, on n'a même pas atteint la prolongation des choses. On a 8 minutes plus 15 minutes. Ça va chauffer sur nous. Et on arrive à un moment, à 2 minutes, la fin de la première mi-temps, voilà Diaby qui tombe évanoui. On l'a tapé dans la nuque. Il tombe évanoui. Je m'en vais. Les médecins commencent à dire ça c'est combien, ça c'est combien. Moi j'ai giflé Diaby et puis je lui ai dit sec. Il dit coach. J'ai dit voilà, il me reconnaît, lève-toi. Mais tu vas aller jouer devant. Puis j'ai dit au docteur, je ne sais pas, si on le met derrière, peut-être qu'il va marquer contre son camp, on ne sait jamais. Donc on a mis, j'ai appelé Lignon, que j'appelais MBT. Il dit MBT, tu passes derrière, tu balayes tout. Et puis, Diaby n'a qu'à aller. À un moment, Diaby a dribblé tout le monde et il est sorti avec le ballon.
Il pouvait marquer le deuxième but s'il était lucide. Quand le match est fini, je suis rentré dans sa chambre, il s'est remis lui-même. C'est des risques que j'ai pris. Il s'est remis et puis il me demande, coach, qui a gagné le match? On gagne le match 1-0. Et soulagement total, quoi. Quand ils ont gagné la Zambie, là, ils étaient convaincus que la coupe était à eux. Psychologiquement, ils étaient au-dessus de nous. Parce que ils étaient habitués à ce genre à ce niveau de la compétition, c'est-à-dire les quarts des finales. Et puis ils ont toujours joué la finale. Moi j'étais dans la chambre de Joseph-Antoine Bell. Et Joe qui me disait, oh Alain, tu sais, vous avez fait l'effort, vous avez fait l'essentiel. Vous avez bossé. Je pense que c'est fini. Déjà, ils nous ont snobé. Donc déjà, j'avais déjà la haine. Et le fait d'être en demi-finale, par rapport à ce qu'on s'est dit, c'était inadmissible qu'on perde ce match. Moi, je me rappelle, j'étais à l'hôtel. J'avais un ensemble. C'était vraiment magnifique. Hein. Bon, j'ai mon jeune frère qui est venu me voir et me dit, ah, grand frère, Samabo, c'était le stopper, qui est venu me voir et me dit, ah, grand frère, vraiment, ton ensemble, il faut que tu me donnes. J'ai dit, Sam, je te donne à condition que Oman Bik ne marque pas un but. Il dit, mais grand frère, tu as perdu ton pari. Mais entre-temps, Yo Martial, le coach, tu avais fait une équipe qui ne nous plaisait pas, on a discuté un peu. On avait enlevé Gadji Sri. Gadji n'était pas prêt, donc on essayait de lui parler. Il a compris que qu'on avait beaucoup d'estime pour lui et qu'il pouvait s'asseoir et quelqu'un d'autre pouvait faire son boulot. On avait mis des jeunes techniques au milieu de terrain. Didier Otokoré, Madi Serge. On avait mis des Moussa, Traoré Moussa, on avait mis des jeunes. C'était mon meilleur match du tournoi. On arrive les premiers au terrain à Dakar et on est dans nos vestiaires. Dès qu'on est rentré comme ça, nos vestiaires, on est rentré, les vestiaires étaient à droite. On est rentré, on s'est assis. Les Camerounais sont venus en chantant. Je vous le jure que ça fout la trouille. Les mecs dans le... Tu attends que les mecs ils chantent, ils viennent, on dit ils sont là. On ne peut plus reculer. Hein. C'est comme les gladiateurs. Et là, on a un coach, le coach adjoint, il s'appelle Bonketea. Et là, il nous voit assis comme ça, dans le vestiaire. Il prend la parole. Il parle pendant 5 minutes. Et j'ai vu des leaders, des gens qui ont pleuré. Son discours, c'était la vie, quoi. Où on mourrait aujourd'hui, quoi. Parce qu'on ne pouvait pas redevenir, sortir de là et perdre. J'ai jamais oublié ça parce que c'était trop fort. Vous voyez, il y a un gars qui s'appelle Obou Arsène. Mais un gars, il a peur de rien, lui. Il a pleuré. Alors, tu imagines, ce mec, il pleure. Donc, on est arrivé sur le terrain, ça veut dire quoi? Il va tuer les Camerounais. Guaméné a bloqué un pénalty à la 10e minute. Guaméné était dans ma chambre lorsque je supervisais les matchs du Cameroun et qu'il a vu comment Nkoundé Emmanuel shootait les pénaltys. On subit le pénalty et il y a Oman Bik qui prend le ballon. Et là, ça m'a tué, carrément. Alors, j'ai appelé Moussa. Les Moussa, il était... Moussa, on a le pénalty contre nous, il est à 20 lieues. Donc, je l'appelais Moussa, et il ne m'attendait pas. Et je commence à m'énerver parce que Moussa joue à Laval avec lui. Pour qu'il me dise où il tire. Qu'est-ce qu'il dit à Kana? Il dit, Kana, si c'est toi, je vais bloquer ton pénalty. Moussa m'a dit, de quel côté tu shootes? Koundé dit, Kana, donne-moi mon ballon. Et Oman Bik prend le ballon et il remet à Koundé. Vous savez, il y a un plaisir, tu vois, c'est comme si tu prends la première communion. La première fois, tu prends la première communion. Il y avait... Parce que moi, Koundé, je savais où frapper. Je lui dis ça. Et j'ai dit à tout le monde, j'ai dit à ces canards, j'arrête le pénalty. Parce que je savais où tirer, lui. S'il avait changé, il me bat, quoi. Il a tiré. J'ai fait semblant de partir où d'habitude il ne tire pas. Donc j'ai fait semblant d'aller à droite. Et il met tout sur son côté gauche et je suis allé chercher le pénalty. Toute la Côte d'Ivoire a oublié que c'est Antoine Bell qui shootait les pénaltys ici à Abidjan avec l'Africa. Mais tout le monde a oublié également que quand Antoine Bell s'entraînait au tir au but, c'est Alain Guaméné qui était son gardien remplaçant, qui était dans le but quand Antoine s'entraînait à tirer. Je faisais tout pour dire aux gens que j'avais mal. Je sautais, je prenais. Et puis on arrive au tir au but. Alors au tir au but, après les choix des joueurs, j'avais mal. J'avais la main comme ça. Alors les Camerounais, ils disaient à tout le monde, allez tirer à droite.
Le premier tireur, c'était, je crois, Padal ou bien Makanaki, si je ne me trompe pas, qui a tiré à gauche. J'ai arrêté. Et après les autres, il fallait tirer à droite parce qu'il a mal. Mais j'ai arrêté tous les pénaltys. Je suis très Seigneur Dieu, Jésus-Christ. Je suis très croyant. Et j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes dirigeants de club de foi pour ça. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les féticheurs que les gens envoyaient pour nous aider à gagner les matchs. Et ceux qui le disent ont bien leur raison. Ceux qui pensent que ce sont les féticheurs qui nous ont fait gagner à Dakar peuvent le dire. Mais je veux leur dire, moi, que ces féticheurs, les mêmes féticheurs, sont nés en Côte d'Ivoire. Ils vivent en Côte d'Ivoire depuis le temps des temps, et la Côte d'Ivoire n'a jamais gagné de trophée. Je veux leur dire que j'ai participé à 5 CAN, 84, 86, 88, 90 et 92. Depuis que j'ai commencé à participer à des CAN, il y a eu des féticheurs autour de l'équipe, mais on n'a jamais gagné. La Côte d'Ivoire a même organisé en 84. On a perdu au premier tour. Chacun faisait son petit gris-gris pour impressionner les gens. Nous sommes partis avec des gens qui connaissaient les habitudes des joueurs, leurs croyances, pouvaient leur donner la foi de vaincre. Et j'ai pris des gens d'Akradio. Il n'y a pas un pays qui va dire qu'il va jouer la CAN sans envoyer un féticheur ou bien un marabout. Nous donner des potions, il fallait boire ceci, il fallait boire cela, il fallait pas faire ceci, il fallait pas faire cela. Mais nous-mêmes, intérieurement, on savait qu'on était préparés à aller le plus loin possible. Moi, on m'a donné un bonbon, c'est pecto. On m'a donné un bonbon pecto. On dit, tu vas courir comme mal. Il faut goûter, il a mis quelques feuilles dessus. Mais quand au Cameroun, j'ai fait mon meilleur match. Mais en fait, c'est psychologique. C'est pas ça qui joue au football. Moi, j'ai mon talent. C'est pas le fétiche qui m'a donné mon talent. Tous mes autres coéquipiers, ils ont leur talent, c'est pas le fétiche. Mais psychologiquement, là, ça nous a fait du bien. La nuit du bail contre le Congo, on n'a pas dormi. Parce que les Congolais envoyaient des pygmées qui dansaient. Et dans notre hôtel, on avait les Congolais, les Algériens et nous. Et tu m'imagines, c'était des pavillons. Nous, on dort sur un côté, les Algériens d'un autre et les Congolais aussi. Et nous, on avait des gardiens qui étaient Pablo, qu'on appelait Pablo, et Sidi Diallo. Les mecs, ils ne dormaient pas la nuit. Donc, ils étaient assis là. Ils pouvaient danser comme ils voulaient, mais personne ne pouvait rentrer chez nous. On arrive, là c'est à Dakar maintenant, on arrive à Dakar, les Zambiens, ils avaient des hindous. L'Afrique c'est compliqué pour le football. Ils avaient des hindous. Et ces hindous, ils avaient une poudre. Et cette poudre-là, ils le mettaient juste avant le match, ils le lançaient. Et ça endormait tout le monde. Et les Camerounais, ils avaient peur de ce fétiche-là, de ce sac. Ils n'avaient pas été les premiers à parler du sac. À un moment, comme je ne prenais pas de but, tout le monde disait que dans le sac, il y avait quelque chose. Et dans le sac, je dis, il y avait une paire de gants. Non, 2 paires de gants dans le sac. Et les élastos que j'avais pour mes poignets. Une paire de ciseaux pour couper les élastos. Et c'était tout. Et la Bible. Et ma petite Bible. Dans le sac. Mais ils ont tellement de faire de ça un mythe que moi-même, j'étais content. Donc quand j'avais attrapé le sac, je l'avais comme s'il y avait mon bébé que j'avais. Et il y a mon bébé qui est venu me dire sur corner, mais le vieux, enlève le sac de ce but. Je lui ai dit, mais il faut le prendre si tu veux. Mais je savais que s'il prenait le sac, là, il ne sortait pas vivant de là. Parce qu'au bout, Arsène, les gardiens qui étaient là, avec un gars comme lui, ils allaient le tuer. Donc, en fin de compte, on a cultivé des mythes sur mais c'est les détails qui font gagner des matchs, quoi. Nous avons joué contre le Congo en vert. Dans les maillots verts, on n'a pas gagné. Donc tout le monde s'est dit que les maillots verts étaient maudits. Et tout le monde voulait jouer en orange. Quand au dernier moment, contre le Ghana, Ghana jouait en jaune, c'était nous qui devons changer de maillot. Ils ont dit qu'on devait jouer en vert, les joueurs étaient complètement lessivés. Pour eux, c'était vraiment la fin de tout et c'était la défaite qui s'annonçait. J'ai dû aller leur dire qu'attention, les hommes avec qui je suis parti, qui sont des préparateurs psychologiques, ils ont dit qu'il fallait qu'on joue en vert cette fois-ci. De tout faire pour qu'on joue en vert, sinon
avec le maillot orange, nous allions perdre. Et puis ils se criaient de joie, ah, mais c'est le maillot vert. J'ai dit, ah, tant mieux. Je les ai rendus mentalement invincibles. Je les ai rendus invincibles.